Imaginons la scène. Vous vous tenez dans les couloirs de marbre d'un palais macédonien, témoin de l'une des cérémonies de mariage les plus glaçantes de l'histoire antique. La robe de lin frotte contre votre peau. Une femme ajuste le diadème d'or qui la désigne comme reine. Ses mains tremblent, non de peur, mais d'une rage qu'elle doit avaler comme un vin amer. À travers les colonnes de marbre du palais de Péla, les nobles macédoniens se rassemblent dans la cour, leur voix s'élevant pour célébrer ce qu'ils croient être son triomphe. Si seulement ils savaient. Vous contemplez Arsinoé II, l'une des femmes les plus puissantes du monde antique, alors qu'elle épouse son propre demi-frère, Ptolémée Kéronos, le foudre. Son bras encercle sa taille avec une possessivité brutale. Son étreinte est trop ferme. La couronne nuptiale sur sa tête ressemble à un carcan. Il lui a promis la sécurité pour ses fils, promis de les reconnaître comme héritiers de son trône volé. Mais vous devinez la faim dans son regard, la même faim qui l'a poussé à assassiner Séleucos. Ses 3 fils nés d'un premier mariage représentent une menace. Et malgré ces paroles mielleuses, vous pourriez presque sentir le sang qui colle déjà à ses mains. Les prêtres chantent en grec, invoquant Zeus et Héra. Quelle ironie que ces divins frères et sœurs, tandis que les nobles feignent de ne pas voir la répulsion dans ses yeux. Ce n'est pas la première fois qu'elle est monnayée comme une pierre précieuse. À 15 ans, son père Ptolémée l'avait livrée à Lysimaque, un homme assez âgé pour être son grand-père. À 40 ans, la voilà à nouveau une monnaie d'échange. Le vin a pour elle le goût de la cendre. La cour festoie, mais elle planifie déjà. Si elle a appris une chose en 25 ans de politique hellénistique, c'est celle-ci. Survivre exige plus que la beauté ou la lignée. Cela exige de la ruse, de la patience, et la volonté de faire tout ce que les dieux exigent. Alors que Kéraonos lève sa coupe, vous apercevez son fils aîné, Ptolémée, dans la foule. Contrairement à ses jeunes frères, il a refusé de venir à Péla, sentant le piège. Son absence pourrait bien lui sauver la vie, tandis que la sienne ne tient plus qu'à un fil. L'ironie est coupante. Elle, Arsinoé, fille du grand Ptolémée Sotère, est devenue exactement ce que ses ennemis prétendent que sont toutes les femmes royales, un pion. Mais il sous-estime ce que un pion peut devenir lorsqu'il atteint elle, autre côté de elle, échiquier. La cérémonie s'achève par des baisers qui ont le goût du poison. Ce soir, tandis que la Macédoine célèbre sa nouvelle reine, elle devra dormir aux côtés d'un homme qui ne la voit que comme un marchepied, qui considère ses enfants comme des obstacles à écarter. Mais il ne sait pas vraiment qui il a épousé. Il ignore que le sang des successeurs d'Alexandre coule dans ses veines, qu'elle a survécu à des cours bien plus perfides, et qu'elle a déjà commencé à tisser la toile qui les sauvera tous, ou les détruira. L'histoire d'Arsinoé II commence non par l'amour, mais par les mathématiques glacées de l'Empire. Née vers 316 avec J.C. à Alexandrie, elle entra dans un monde où le sang était à la fois un privilège et une prison. Son père, Ptolémée Ier, était l'un des généraux d'Alexandre. Dans le palais ptolémaïque, la jeune Arsinoé apprit très tôt que sa beauté n'était pas la sienne. Elle appartenait à la dynastie. Quand Arsinoé eut 15 ans, son père prit la décision qui allait définir sa vie. Lysimaque, le roi de Thrace, avait besoin d'alliés. La solution était simple, un mariage. Lysimaque avait 55 ans, un vétéran bourru dont le corps portait les cicatrices de 100 batailles. Pour la jeune Arsinoé, il devait sembler être une figure de légende, terrifiante et magnifique. Le mariage eut lieu à Sardes. Arsinoé se tenait là, vêtue de lin égyptien et de pourpre tyrienne, ses cheveux noirs couronnés d'un diadème. Elle était belle de la façon dont les adolescentes sont belles, tout en potentiel et en promesse. Lysimaque glissa l'anneau à son doigt avec des mains qui avaient tenu leur étrier d'Alexandre. Ce n'était pas une union de cœur, mais d'armée. Pas une romance, mais un traité écrit dans la chair et le sang. Alors qu'ils partageaient le vin cérémoniel, elle goûta son avenir, amer et enivrant à la fois. La cour de son nouvel époux était un lieu dangereux, encerclé d'ennemis. Arsinoé apprit la première grande leçon de sa vie. Survivre exigeait de lire les courants du pouvoir, de comprendre quand avancer et quand reculer. En moins d'1 an, elle était enceinte. Un fils, Ptolémée,
naquit. 2 autres suivirent. Chaque naissance renforçait sa position. Chaque enfant était un otage du destin et une arme. Mais Lysimaque avait déjà un héritier. Agathoclès, né d'un premier mariage. Alors que les fils d'Arsinoé grandissaient, la question de la succession commença à dominer la cour. Qui hériterait? Le fils aîné, né d'une roturière, ou les fils cadets nés d'une princesse d'Égypte? Les chuchotements commencèrent. Arsinoé comprit la vraie nature de sa position. Une reine étrangère, dont la loyauté était toujours suspecte. La pression était immense. Imaginez une jeune femme, loin de chez elle, responsable de 3 jeunes enfants, entourée d'ennemis qui lui souriaient au visage et chuchotaient du poison dans son dos. Alors Arsinoé apprit à jouer le jeu. Elle cultiva des alliances, utilisa son or, patronna des philosophes. Lentement, elle bâtit une base de pouvoir. Le moment crucial arriva en 283, avec J.C. Le vieux roi Lysimaque, maintenant âgé, devait choisir. Soutenir Agathoclès et risquer la colère de l'Égypte, ou soutenir les fils d'Arsinoé et risquer la guerre civile. Ce qui arriva ensuite fut débattu pendant des siècles. Ce que nous savons, c'est qu'Agathoclès fut arrêté pour trahison. Les preuves étaient minces, mais dans le monde hellénistique, l'apparence de la culpabilité suffisait. En quelques jours, Agathoclès était mort. La victoire eut un prix terrible. La mort d'Agathoclès divisa le royaume. Beaucoup de vieux nobles virent désormais en Arsinoé une sorcière étrangère. On l'appela une seconde Médée. Les ennemis extérieurs sentirent à la faiblesse. Séleucos, le dernier des compagnons d'Alexandre, commença à manœuvrer. En 281, avec ce JC, il envahit. Lysimaque, malgré son âge, prit les armes une dernière fois. À la bataille de Couroupédion, son armée, affaiblie, s'effondra. Le vieux roi tomba au combat, le corps transpercé. Avec sa mort, le royaume de Thrace s'effondra. Arsinoé, veuve à 35 ans, se retrouva dans la position la plus dangereuse de sa vie. 3 jeunes fils à protéger, mais aucune armée. Le royaume se dissolvait autour d'elle. Séleucos avançait, nulle part où fuir. Mais Arsinoé n'avait pas survécu à 20 ans d'intrigues en restant passive. Alors même que la nouvelle de la mort de son mari lui parvenait, elle planifiait déjà son évasion. Elle rassembla ses partisans, sécurisa son trésor et prépara sa fuite. La femme qui avait été transportée à Sardes dans une litière nuptiale fuyait maintenant pour sauver sa vie. Le voyage fut éprouvant. Arsinoé voyageait avec ses 3 fils, non plus princes mais réfugiés, leurs robes royales échangées contre des habits grossiers. Derrière eux, le royaume brûlait. Mais un autre drame se jouait. Ptolémée Kéronos, son demi-frère, vivait en exil à la cour de Séleucos. Au moment du triomphe, alors que Séleucos s'apprêtait à traverser en Europe, Kéronos frappa. Il assassina son hôte et bienfaiteur, réclamant le trône de Macédoine pour lui-même. La nouvelle atteignit Arsinoé alors qu'elle se réfugiait sur la côte égéenne. Son demi-frère, l'homme qui avait été écarté de la succession en Égypte, était maintenant roi de Macédoine. Et il lui proposait le mariage. Kéronos promit de reconnaître ses fils comme ses héritiers. Il parla d'amour et de destinée. Arsinoé écouta, le visage de pierre. Elle connaissait le poids des promesses royales. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. La décision d'accepter fut la plus difficile de sa vie. Elle n'était plus une jeune fille naïve, mais une femme de 40 ans, endurcie par la tragédie. Elle savait qu'elle marchait dans un piège les yeux grands ouverts. Alors qu'elle partait pour la Macédoine, elle prit une dernière décision. Elle envoya son fils aîné, Ptolémée, à l'abri. Si le désastre frappait, au moins un de ses enfants survivrait. Le mariage eut lieu à Pella. La cérémonie fut magnifique. Mais sous l'or et la pourpre se cachait la froide réalité. La lune de miel se mesura en heures. Dès la nuit de leurs noces, Kéraonos révéla ses véritables intentions. Il avait épousé Arsinoé pour éliminer la menace que représentèrent ses fils. La trahison fut rapide et brutale. Ses soldats encerclèrent les quartiers de ses 2 plus jeunes fils. Les garçons, Lysimaque et Philippe, furent traînés hors de leur lit et assassinés sous les yeux de leur mère. Leur sang tacha les sols de marbre. Les cris d'Arsinoé résonnèrent dans les halls de Pella.
Mais son deuil était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Alors même qu'on emportait les corps de ses fils, elle planifiait son évasion. L'évasion était digne d'un roman. Déguisée en servante, elle parvint à s'échapper de Pella en pleine nuit. Le voyage vers la sécurité fut un cauchemar. Les soldats de Keraounos étaient partout. Sa destination était Samothrace, un lieu sacré offrant un sanctuaire. Même Keraounos n'oserait violer cet asile. Alors qu'elle approchait de l'île, elle dut ressentir tout le poids de ses pertes. 2 de ses fils étaient morts, le 3e en exil. Elle était une réfugiée. Mais Arsinoé n'était pas une femme à se laisser abattre. Elle planifiait déjà son prochain mouvement. Son plus jeune frère, Ptolémée II, régnait maintenant sur l'Égypte. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait survivre. Quand elle atteignit Alexandrie, les retrouvailles furent gênantes. Ptolémée II vit en elle une alliée précieuse ou une rivale. Arsinoé avait besoin d'un sanctuaire, mais aussi d'un rôle. La solution fut aussi choquante que brillante. Ptolémée II devait divorcer et l'épouser. L'idée n'était pas nouvelle en Égypte. Les pharaons épousaient leurs sœurs, suivant l'exemple des dieux Isis et Osiris. Mais pour les Grecs, c'était une abomination. Ptolémée II comprit les avantages. En épousant Arsinoé, il suivait l'exemple des pharaons, revendiquant une autorité divine. L'annonce envoya des ondes de choc à travers le monde grec. Le mariage eut lieu à Memphis. Les rituels étaient égyptiens, soulignant le caractère sacré de l'union. Arsinoé, maintenant âgée de 41 ans, portait la double couronne de Haute et Basse Égypte. Elle n'était plus une reine, mais une déesse. Le mariage transforma les 2 partenaires. Ensemble, ils étaient les Théoa Philadelphois, les dieux Philadelphes. Arsinoé apporta à l'union des décennies d'expérience. Pour la première fois, elle était en position d'utiliser son savoir sans peur. Elle devint une véritable co-souveraine, patronnant les arts, conseillant sur la politique étrangère. Elle comprit l'importance de l'imagerie divine. Sous son influence, le couple royal apparut sur les monnaies et les monuments en tant que dieu. La tradition qu'elle établit serait suivie pendant des siècles, définissant la dynastie ptolémaïque. Elle avait transformé son propre statut de victime en un nouveau modèle de pouvoir féminin. Elle mourut en 270 d'Avero J.C. Son frère établit un culte éternel en son honneur. Elle était désormais Arsinoé Philadelphie, la déesse qui aimait son frère. La femme qui avait été forcée à elle inceste par son propre père avait transformé cette pratique en une source d'autorité sans précédent. Elle avait été le pion qui était devenu la reine, la victime qui était devenue la déesse. Le prix avait été atroce. Le sang de ses fils, sa jeunesse, sa paix intérieure. Mais l'accomplissement était tout aussi colossal. Elle avait créé un nouveau modèle de pouvoir féminin, prouvant que même dans les circonstances les plus horrifiques, une femme de détermination pouvait transcender les limites imposées à son genre. Son héritage lui survivrait, jusqu'à ce que le dernier pharaon ptolémaïque tombe sous les épées romaines. Même alors, son influence survivrait dans les mémoires. Un rappel que les êtres humains sont capables de transformer même les circonstances les plus horribles en source de sens, de but et de pouvoir. La reine forcée à l'inceste par son propre père était devenue la déesse qui redéfinit ce que signifiait être reine.